Un après-midi d'été, à l'intérieur d'un restaurant chic, 2 policiers blancs tordirent avec agressivité le bras d'une jeune serveuse noire. Devant tous les clients, ils l'accusèrent de vol après avoir remarqué un collier de diamants à son cou. Alors qu'ils s'apprêtaient à la fouiller sur le champ, un homme entra. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle était la fille d'un milliardaire. Et lorsque la vérité éclata, un silence de mort s'abattit sur tout le restaurant. Chaque abonnement de votre part est un soutien à la bienveillance. Diffusons-le ensemble. Le soleil de midi écrasait le pavé devant l'Écrin doré, ce genre de restaurant haut de gamme où la caresse discrète de la climatisation fredonnait au-dessus de lustres d'époque et où le tintement des verres à vin se mêlait aux conversations feutrées sur les fonds spéculatifs, les ventes d'art et les vacances en Europe. Il était un peu plus de midi, l'heure de pointe. Les tables étaient pleines, les serveurs se déplaçaient comme un orchestre bien rodé, et rien dans l'air ne suggérait que le monde était sur le point de basculer. Puis la porte s'ouvrit avec un léger carillon, et elle entra. Chloé Dubois, 17 ans, svelte, à la peau sombre et radieuse, passa vivement devant l'hôtesse pour se diriger vers l'arrière-salle. Ses cheveux bouclés étaient tirés en un chignon bas soigné, et son uniforme, une chemise blanche impeccable rentrée dans un tablier noir, était sans un pli. Elle dégageait la douceur de quelqu'un élevé avec soin et attention. Mais aujourd'hui, elle portait l'énergie nerveuse d'une adolescente essayant de se fondre dans un monde qui ne l'avait jamais vraiment accueillie. Elle était nouvelle ici, 1 semaine à peine dans son job d'été. La plupart du personnel l'appelait encore la fille tranquille et supposait qu'elle travaillait pour économiser pour l'université ou aider sa famille. Personne ne savait qui elle était vraiment. C'est ainsi qu'elle le voulait. Mais aujourd'hui, elle avait commis une erreur. Alors qu'elle nouait son tablier derrière sa taille dans le miroir du couloir du personnel, son regard se figea sur son propre reflet. Sa main vola à son cou. Le collier. La veille au soir, sa mère le lui avait donné. Un pendentif vintage en diamant sur une fine chaîne de platine, transmis depuis 3 générations. Il avait scintillé comme une promesse sous les lumières tamisées de leur dîner privé. Chloé avait eu l'intention de l'enlever avant son service. Elle avait oublié. Les diamants brillaient juste en dessous de sa clavicule, tel un phare pour quiconque regarderait de trop près. Son pouce accéléra. Zut, murmura T.L. pour elle-même. Elle songea à faire demi-tour, mais il était trop tard. Le restaurant était plein. Le directeur détestait les retards, et elle avait déjà pointé. Elle retira la chaîne par-dessus sa tête aussi délicatement que possible, le métal froid contre sa peau. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle glissait le collier dans la poche avant de son tablier. Il était encore visible, à peine, une douce courbe de la chaîne dépassant comme un secret menaçant de parler. Elle entra en salle, plateau en main, le sourire répété et prêt pour quiconque la regardait. Elle paraissait calme, mais à l'intérieur une voix chuchotait. « Il te regarde. » Et c'était le cas. Une femme à la table 3, une brune aux boucles d'oreilles de perles et une carte dorée posée à côté de son verre de vin, pencha la tête au passage de Chloé. Son regard s'attarda sur le reflet métallique près de la taille de la jeune fille. L'homme assis à côté d'elle marmonna quelque chose. Leur serveur, Julien, un jeune homme blond d'une 20aine d'années qui travaillait là depuis des années, haussa un sourcil en remarquant le collier qui bombait légèrement sous le tissu. Chloé força un sourire. « Bonjour », dit-elle d'une voix vive, posant les verres d'eau avec une grâce étudiée. Mais la chaleur dans la pièce avait changé. Ce n'était pas évident. C'était subtil, comme la variation de pression atmosphérique avant un orage d'été.
Un collègue laissa échapper un petit rire derrière son dos. Un autre chuchota alors qu'elle passait devant le bar. Le maître d'hôtel, qui la saluait habituellement d'un signe de tête, la regarda à peine. La respiration de Chloé devint courte. Que pensent-ils avoir vu? Elle se mit à douter de tout. La chaîne était-elle trop visible? Pensait-il qu'elle ne lui appartenait pas? Pensait-il qu'elle l'avait volée? Non. Elle chassa cette pensée. Ce n'est rien. Finis juste ton service. Garde la tête basse. Mais son estomac était noué d'inquiétude. Elle prit une autre commande, remplit un autre verre. Ses mouvements étaient vifs, professionnels. Mais sous la surface, Chloé le sentait. Des yeux qui la scrutaient, la jugeaient, la mesuraient, comme si elle n'avait pas sa place ici, comme si sa seule présence perturbait un ordre tacite. Et pourtant, qu'avait-elle fait de mal? Juste une fille faisant son travail, juste une fille qui avait oublié de retirer un collier de diamants. Mais parfois, une petite erreur n'est pas si petite. Pas quand on est jeune, noir, et entouré de gens qui ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir. Une goutte de sueur perla sur le côté de son visage, et pour la première fois depuis son arrivée, son sourire vacilla. Hors de sa vue, au fond de la salle, un serveur se pencha et murmura au barman, leurs deux regards se tournant vers elle. Aucun mot ne fut prononcé à voix haute, mais le message dans la pièce était clair. Quelque chose clochait, quelque chose n'allait pas, et Chloé Dubois n'avait aucune idée qu'une simple chaîne de diamants dépassant à peine de son tablier était sur le point de tout faire basculer. La porte s'ouvrit de nouveau, cette fois avec plus de poids que de bruit. Deux policiers entrèrent, tous deux blancs, tous deux grands, tous deux arborant ce genre d'expression qui fait que les gens se redressent sur leur siège sans savoir pourquoi. Leurs uniformes étaient impeccables, les insignes brillants sous la lumière chaude, et leurs ceinturons encombrés des outils familiers d'une autorité présumée. Ils ne marchaient pas comme s'ils étaient là pour manger. Ils marchaient comme si l'endroit leur appartenait. Le maître d'hôtel se figea une fraction de seconde avant d'offrir un signe de tête poli et de désigner une table vide près du centre de la pièce. Les policiers ne parlèrent pas. Ils avancèrent simplement, leurs bottes martelant le parquet, s'arrêtant juste assez longtemps pour jauger la clientèle, scrutant, mesurant, jugeant en silence. Chloé les remarqua à la seconde où ils entrèrent, sentit sa poitrine se serrer alors qu'elle prenait 2 verres d'eau au poste de service. « Juste des clients, comme les autres », se rappela-t-elle, s'avançant vers leur table avec un calme étudié. Elle sourit, bien que cela n'atteignît pas tout à fait ses yeux. « Bonjour, messieurs. Puis-je vous proposer quelque chose à boire ?» L'un des policiers, le plus âgé, se pencha en arrière sur sa chaise et la fixa plus longtemps que nécessaire. Ses lèvres se retroussèrent légèrement, non pas avec bienveillance, mais avec calcul. « Nous prendrons de l'eau, dit-il, et un menu, rapidement, s'il vous plaît. » Chloé hocha la tête et se tourna vers le bar. En bougeant, son tablier se déplaça. Un délicat reflet argenté attira la lumière. C'était petit, à peine perceptible, mais à cet instant, c'était tout. Le regard du plus jeune policier s'aiguisa instantanément. Ses yeux se plissèrent sur la courbe du collier de diamants qui dépassait de la poche de son tablier, comme une proie qui surprend un mouvement dans les hautes herbes. Il ne dit pas un mot. Il se leva simplement, lentement, délibérément, et marcha derrière elle. Chloé le sentit avant de le voir. L'ombre qui la submergea soudainement, le silence qui se répandit comme de l'encre renversée. Elle se tourna à moitié, confuse. « Y a-t-il un problème, monsieur l'agent ?» Elle ne finit pas sa phrase. Sa main s'abattit sur son poignet, le tordant derrière son dos avec une vitesse brutale. Une douleur fulgurante traversa son épaule. Le plateau dans sa main gauche bascula violemment. Un fracas retentit dans le restaurant alors que les verres se brisaient sur le sol. Les clients sursautèrent. Les fourchettes retombèrent avec un cliquetis. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu.
quelqu'un murmura « Oh mon Dieu !» L'agent ne scia pas. « Que tout le monde reste assis !» aboya Théil. « Nous avons peut-être affaire à un vol en cours. Vérifiez vos affaires. » Les gens fouillèrent leurs sacs à main, tapotèrent leurs poches, regardant autour d'eux avec confusion et peur, mais personne ne déclara avoir perdu quoi que ce soit. Le second policier se leva lentement, contourna la table et se plaça devant Chloé. Sans demander, sans permission, il plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit le collier. La chaîne pendait de ses doigts comme une preuve accablante dans un tribunal. « Ceci, dit-il d'une voix glaciale, ne lui appartient pas. » La bouche de Chloé s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Pendant un instant, elle fut suspendue dans l'incrédulité, incapable de bouger, incapable de respirer. Comment cela venait-il de se produire? Elle ne volait pas. Ce collier était à elle. Il avait toujours été à elle. C'était un cadeau. C'était la famille. C'était sacré. Je peux expliquer, balbutia Théil. C'est à moi. Ma mère me l'a offert hier soir. J'ai oublié de l'enlever. Je n'ai rien volé. Le policier tenant le collier laissa échapper un rire sec et sans humour. Oh oui, votre mère vous l'a donné. Est-elle bijoutière ou juste une employeuse très généreuse? Il se tourna vers son partenaire. On dirait qu'on a affaire à une petite voleuse bien maligne. Chloé secoua la tête rapidement. Non, ce n'est pas vrai. Je travaille ici. Demandez à n'importe qui. Je n'ai pas... Le policier plus âgé la coupa. Ne rendez pas les choses plus difficiles pour vous. Vous avez déjà été prise. Dans la salle, les clients regardaient dans un silence glacial. Personne ne se leva. Personne ne prononça son nom. Personne n'exigea de preuves avant le jugement. Les mêmes personnes qu'elle avait servies quelques instants auparavant la regardaient maintenant comme une étrangère, comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose de moins. Julien se tenait derrière le bar, la mâchoire serrée, mais il ne dit rien. Le directeur avait disparu dans son bureau. Le cœur de Chloé battait à tout rompre dans sa poitrine. Ses yeux la piquaient, mais elle refusait de pleurer. Pas encore, pas devant eux. Elle leva les yeux vers l'agent qui tenait son bras. « S'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal. » Il ne desserra pas sa prise. Pour la salle, elle n'était plus une jeune fille essayant de travailler dur et de tracer son propre chemin. Elle était autre chose maintenant. Une suspecte, une intruse, une histoire qu'ils comprenaient tous trop bien et que personne n'avait le courage de remettre en question. Un collier, un instant, et soudain, elle était en procès. Elle se tenait immobile au centre de la pièce, entourée de regards plus acérés que des couteaux, chacun un verdict silencieux, chacun la dépeçant en morceaux qu'elle ne reconnaissait pas. Et le pire, c'est que personne ne se demanda même si cela pouvait être vrai. Ils le crurent simplement parce qu'elle ressemblait à quelqu'un qui le ferait. Parce que pour eux, quelqu'un comme elle n'avait rien à faire avec quelque chose comme ça. Le restaurant n'était plus un restaurant. C'était devenu une salle d'audience. Sans juge, sans jury, seulement des témoins silencieux trop effrayés pour parler, trop incertains pour agir, trop disposés à laisser le silence couvrir leur malaise. Le tintement des verres avait cessé depuis longtemps. La conversation s'était évanouie. La douce musique classique diffusée par les haut-parleurs était maintenant une bande son sinistre pour quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus cruel. Chloé se tenait figée au milieu de la salle à manger, son poignet toujours fermement agrippé par le plus jeune policier. Ses épaules lui faisaient mal, sa fierté avait déjà subi plus de contusions que sa peau. Le policier plus âgé brandissait le collier de diamants comme un trophée, sa voix chargée de sarcasme. « Répétez-moi ça, dit-il en haussant un sourcil. Votre mère vous a donné ça ? » « Oui. »
répondit Chloé. Sa voix était tremblante mais déterminée. C'était un cadeau. Elle me l'a donné hier soir. J'étais pressée ce matin et j'ai oublié que je le portais. C'est tout. La salle resta silencieuse. Pas de halètement d'indignation, pas de voix s'élevant pour sa défense. Juste le regard fixe des clients qui, si récemment, lui avaient souri, complimenté son service, la laissant remplir leur verre d'eau avec un merci. Maintenant, ils ne faisaient que regarder, leurs yeux voilés de suspicion. Le policier secoua la tête lentement, non pas comme un geste de considération, mais comme s'il était déçu de la piètre qualité de son mensonge. C'est une chose plutôt chère à oublier qu'on porte, pour quelqu'un qui travaille dans un endroit comme celui-ci. Chloé ouvrit la bouche, essayant de répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Que pouvait-elle dire qu'ils croiraient la vérité n'avait plus d'importance, pas quand ils avaient déjà pris leur décision. Soudain, une voix vint du côté. Elle dit la vérité. C'était Sophie, une petite serveuse aux cheveux bruns frisés et à l'habitude nerveuse de se tordre les mains. Elle s'avança de derrière le bar, la voix tremblante. Elle est de là tous les jours cette semaine, toujours à l'heure, toujours polie, toujours professionnelle. Ce n'est pas une voleuse, elle est juste, elle est bien. Les policiers la regardèrent à peine. Le plus âgé soupira. « Vous travaillez avec elle ?» Sophie hocha vivement la tête. « Oui. Et savez-vous où elle a eu ce collier ?» Sophie hésita. « Non, mais… » « Alors merci, mais ça n'aide pas », l'interrompit le policier. Il se tourna de nouveau vers Chloé. « Vous avez 10 secondes pour nous dire où vous l'avez vraiment eu, ou nous procéderons à une fouille complète, ici et maintenant. » L'estomac de Chloé se noua. Ses yeux parcoururent la pièce, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour l'aider. Elle croisa le regard de Julien derrière le bar et pendant une fraction de seconde, elle y vit quelque chose. De la culpabilité peut-être, mais il se détourna, faisant semblant de polir un verre qui n'en avait pas besoin. Elle se tourna vers la porte de la cuisine où le directeur avait disparu près de 10 minutes plus tôt. Il ne sortit pas. Le silence était suffocant. « Je vous ai déjà dit la vérité, » dit-elle, cette fois plus fort. « Il est à moi. » Le plus jeune policier ajusta sa posture. « Alors ça ne devrait pas vous déranger de le prouver. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez me fouiller, vous allez… » « Quoi ? Nous avons des soupçons raisonnables, dit-il. Et si vous ne cachez rien d'autre, alors vous n'avez rien à craindre. » La voix de Chloé se brisa. « Je n'ai rien fait de mal. Je travaille ici. Vous pouvez vérifier les registres, demandez au directeur. » Le policier plus âgé plissa les yeux. « Nous l'avons fait, » dit-il. Il ne veut pas s'en mêler. Son cœur se brisa un peu plus à chaque mot. L'homme qui lui avait souri le premier jour, qui lui avait serré la main et dit qu'il admirait les jeunes qui travaillaient dur. Il avait disparu, évanoui comme la loyauté en temps de crise. Le plus jeune policier fit un pas de plus. Chloé recula instinctivement, mais sa prise sur son poignet la maintint en place. « Vous pouvez faire ça à la manière douce ou à la manière forte, » dit-il. Des larmes brûlèrent ses yeux. Sa voix devint un murmure. « S'il vous plaît, ne me touchez pas. » Il l'ignora. Il s'avança, ses doigts se dirigeant vers le col de sa chemise. Et à cet instant, juste avant le contact, quelque chose en elle se brisa. Pas sa détermination, mais sa conviction qu'elle serait protégée par la vérité. Elle se recula. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit-elle, la voix tremblante mais s'élevant. « Vous n'en avez pas le droit. » Le policier répondit sans hésitation. « Nous avons un motif probable. Votre attitude n'aide pas. » Sa main effleura le bord de sa chemise, et ce fut tout. Le barrage céda. Chloé pleura.
Pas de grands sanglots, mais une seule larme involontaire qui glissa sur sa joue alors qu'elle se tenait complètement immobile. Il n'y avait plus rien à dire, plus d'arguments à faire valoir. Sa dignité ne tenait qu'à un fil, sa voix perdue dans une pièce pleine de bouches silencieuses. Être innocente, pensa-t-elle, ne signifiait rien quand personne ne vous croyait. Sophie était toujours là, visiblement bouleversée. Elle regarda autour de la pièce. « Vous allez tous regarder ça ? Vraiment ? Après tout ce qu'elle a fait pour cet endroit ?» Personne ne répondit. Une femme près de la fenêtre baissa les yeux sur son assiette. Un homme près du bar prit une longue gorgée de sa boisson. Le maître d'hôtel se déplaça mal à l'aise mais ne parla pas. Le silence était un verdict. Les policiers recommencèrent à bouger. Le plus âgé passa derrière elle, le plus jeune agrippant toujours son poignet. Elle sentit des doigts toucher le bord de son tablier. Et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pleurer. Non de culpabilité, non de honte, mais de quelque chose de plus profond, de la réalisation écrasante que sa parole, sa réputation, son intégrité pesaient toutes moins que la couleur de sa peau et l'éclat d'un collier. Et à cet instant, alors que la salle remplie d'étrangers lui tournait le dos et que la loi retournait sa force contre elle, Chloé Dubois cessa de croire que le monde était juste. Elle n'était plus une serveuse. Elle n'était plus une fille. Elle n'était même plus une personne à leurs yeux. Juste au moment où les doigts du policier effleuraient le bord de la chemise de Chloé, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée, laissant entrer un flot de lumière aveuglante qui trancha l'immobilité pesante comme une lame. Les rayons dorés se déversèrent derrière un homme noir, grand et élégamment vêtu, projetant sa silhouette sur le sol du restaurant comme le prélude à un acte biblique. Sa carrure était large, sa posture imposante, et chacun de ses pas irradiait le pouvoir tranquille de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non sans conséquence. Son costume bleu marine sur mesure épousait son corps avec précision. La chemise blanche impeccable en dessous brillait dans la lumière. Un portefeuille en cuir pendait de sa main gauche, tandis que la droite était serrée en un point lent et déterminé. Tous les regards dans le restaurant se tournèrent, l'air changea. Les conversations déjà mortes se pétrifièrent. Le plus jeune policier lâcha instinctivement le poignet de Chloé, sa main se retirant comme si elle était brûlée. Le policier plus âgé se figea en plein mouvement. Chloé se tourna vers la porte, les yeux écarquillés d'incrédulité. L'homme n'hésita pas. Sa voix était douce mais tonitruante, comme un marteau de juge s'abattant sur du bois poli. « Retirez vos mains de ma fille !» Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel cri. Les deux policiers clignèrent des yeux comme s'ils se réveillaient d'un rêve, se regardant l'un l'autre, puis l'homme. Et de nouveau. Le plus jeune balbutia, « Monsieur, nous sommes au milieu d'une enquête. » « Non, vous êtes au milieu d'un procès, » le coupa l'homme, ses yeux rivés sur le policier comme un tireur d'élite et d'une disgrâce publique, télévisée si nécessaire. Il s'approcha, et le restaurant sembla rétrécir autour de lui. Il sortit un papier plié de la poche intérieure de sa veste, le déplia lentement, délibérément, et le tendit au policier plus âgé. « Ceci est le certificat de propriété de ce collier, émis par Cartier, acheté sous mon nom. Vous y trouverez le numéro de série gravé sur le fermoir que je suppose vous avez omis de vérifier avant d'agripper ma fille comme une criminelle. » Il sortit son téléphone et tapa une fois. Une photo apparut. Chloé, la veille au soir, debout à côté de sa mère, portant le même collier, riant sous les lumières douces du jardin de leur famille. Il tourna l'écran vers eux sans dire un mot. Silence. La mâchoire du policier plus âgé se contracta, luttant pour former une défense. « Monsieur, nous n'étions pas au courant de son identité. Elle correspondait à... » « Vous n'étiez pas conscient de son humanité, » dit l'homme, sa voix maintenant basse et venimeuse. « Vous n'avez pas demandé, vous avez supposé, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est noire,
parce qu'elle travaille dans un restaurant au lieu d'être conduite en limousine à un penthouse. Il se tourna vers la salle, sa voix s'élevant, s'adressant non seulement aux policiers, mais à chaque client qui était resté assis en silence, à chaque employé qui lui avait tourné le dos. Combien d'entre vous sont restés là pendant qu'ils essayaient de déshabiller ma fille devant des étrangers? Combien d'entre vous ont pensé qu'il était plus facile de regarder que de questionner? Pas une âme ne répondit. Le maître d'hôtel ouvrit la bouche, puis la referma. Julien baissa les yeux sur ses chaussures. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Une voix grésilla sur la radio à la ceinture du policier plus âgé. Il l'éteignit sans écouter. Le plus jeune recula d'un pas, soudain incertain de savoir où mettre ses mains, comment se tenir. Puis vint le bruit de talons claquants. 2 journalistes d'une chaîne locale, alertés par quelqu'un à l'intérieur du restaurant. Une équipe de tournage suivit. L'homme les accueillit d'un signe de tête, timing parfait. Il fit de nouveau face aux policiers. Avec effet immédiat, je retire mon investissement de 8 millions de dollars du projet de rénovation du commissariat. Je ne construirai pas de nouveaux murs pour abriter la même pourriture. Cet argent ira désormais à une fondation, une école pour la justice, un endroit pour former la prochaine génération à voir la couleur sans haine et l'autorité sans arrogance. Un murmure se propagea dans le restaurant. Le policier plus âgé se racla la gorge, désespéré de reprendre le contrôle. « Monsieur, s'il vous plaît, si nous avions su, si vous aviez su qui était son père, vous l'auriez traité comme un être humain, » demanda l'homme. « C'est ce que vous dites. » Le policier ne dit rien. Les lumières des caméras s'allumèrent. Les journalistes se pressèrent. Quelqu'un à l'extérieur commença à diffuser en direct. L'homme se tourna vers Chloé, son ton s'adoucissant. « Es-tu blessée ?» Elle hocha légèrement la tête, les yeux fixés sur lui, essayant de ne pas pleurer. Pas de tristesse cette fois, mais du flot d'émotions qui venait d'être enfin vu. Il posa doucement une main sur son épaule, puis se retourna vers les policiers. « Votre commissariat aura des nouvelles de mes avocats avant le coucher du soleil. » Il n'éleva plus la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa présence avait fait ce que les cris n'auraient jamais pu faire. Elle avait déplacé l'équilibre du pouvoir dans la pièce. Les policiers paraissaient petits maintenant, non pas parce qu'il était bruyant, mais parce qu'il avait révélé leurs actions sous la lumière des conséquences. Les journalistes se regroupèrent. Des micros se tendirent. Le maître d'hôtel trouva enfin sa voix. « Monsieur Dubois, nous ne savions pas. »« Je sais, » répondit froidement l'homme. « Vous ne vouliez pas savoir. » Il se tourna vers la porte, guidant Chloé à ses côtés. À chaque pas, les gens qui la regardaient autrefois avec indifférence la regardaient maintenant différemment, certains avec honte, d'autres avec culpabilité, quelques-uns avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration, mais aucun d'eux ne parla. Et Chloé, encore secouée, encore fragile, marcha la tête haute parce que la vérité était entrée juste derrière elle, et pour une fois, elle avait une voix plus forte que l'accusation. Le soleil se déversait à travers les hautes fenêtres du nouvel institut pour la justice, illuminant les parquets de chêne poli et les visages de la nouvelle promotion assise en rang parfaitement alignés. C'était le premier jour de la rentrée, une cérémonie non seulement pour les étudiants, mais pour une vision née de la douleur, de la détermination et de la volonté féroce de changer ce qui était resté trop longtemps incontesté. Les bannières suspendues au plafond ne portaient aucun slogan, aucun symbole politique, juste une phrase en caractères gras. La justice n'est pas donnée. Elle est exigée et défendue. Chloé Dubois était assise au premier rang, ses mains reposant sur le programme plié sur ses genoux, le bord de la manche de son blazer tremblant très légèrement. L'année écoulée en avait été une de silence, d'études, de feu et de transformation. Après ce jour au restaurant, après les titres des journaux,
Les excuses publiques, les tournées de presse et l'indignation à l'échelle de la ville, elle avait choisi de ne pas disparaître. Elle avait choisi de s'élever. La candidature à l'Institut pour la justice, entièrement financée par l'investissement réorienté du commissariat de son père, avait été la décision la plus facile qu'elle ait jamais prise. Elle n'a pas postulé avec une lettre de recommandation de sa part. Elle n'a pas inclus les articles de presse ou les interviews médiatiques. Elle a écrit une dissertation personnelle, longue, brute et rigoureuse, sur la différence entre ce qui est légal et ce qui est juste. Elle avait gagné sa place ici. Maintenant, alors que le doyen terminait son introduction et que la foule tournait son attention vers le podium, Chloé se leva lentement. Elle passa devant des rangées d'étudiants, de professeurs, de journalistes et d'anciens élèves, ses chaussures claquant doucement sur le sol de la scène. Un silence religieux s'installa dans la salle, non pas de scepticisme, mais de révérence. Elle atteignit le podium, ajusta le microphone et prit une profonde inspiration qui calma tout en elle. Sa voix, quand elle s'éleva, était calme et ferme, façonnée par l'expérience mais non courbée par elle. Il y a 1 an, je me trouvais dans une pièce remplie de gens qui connaissaient mon nom, qui m'avaient serré la main, qui avaient loué mes manières, et quand j'ai eu le plus besoin d'eux, ils n'ont rien dit. Non pas parce qu'ils me haïssaient, mais parce que le silence est plus sûr que la résistance. J'ai été accusé sans motif, touché sans consentement, humilié sans preuve, et pourquoi un collier qu'ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un comme moi puisse posséder. Elle fit une pause. Les regards dans la salle restaient fixés sur elle, quelques-uns déjà embués de larmes. Je n'ai pas été condamné par un tribunal, mais j'ai été condamné par la cour des préjugés. Je n'ai pas été reconnu coupable pour ce que j'ai fait. J'ai été traité comme coupable parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir qu'une jeune fille noire en tablier puisse appartenir à un monde de diamants. La salle resta immobile, le poids de chaque mot s'enfonçant profondément. Mon père est venu pour moi ce jour-là, continua-t-elle, et je lui en serai éternellement reconnaissante. Mais tout le monde n'a pas quelqu'un avec ce pouvoir pour franchir la porte et arrêter l'humiliation. Toutes les jeunes filles ne sont pas secourues, c'est pourquoi je suis ici. Pas seulement pour devenir procureur, pas seulement pour gagner des procès. Je suis ici pour construire un système qui n'a pas besoin de sauveur en premier lieu. Elle balaya l'auditoire du regard, croisant les yeux d'étudiants comme elle, certains bruns, certains noirs, certains blancs, certains ne sachant pas où était leur place, mais tous écoutant. On nous a appris à croire que la justice porte un bandeau, que la loi est impartiale. Mais la vérité, c'est que la justice a des yeux et qu'elle voit ce que le monde lui dit de voir. Notre travail en tant que prochaine génération d'esprits juridiques est de rééduquer cette vision, de l'aiguiser, de nettoyer la lentille, de s'assurer que lorsque la justice regarde quelqu'un comme moi, elle ne voit pas une menace, pas un stéréotype, pas une suspicion, mais une citoyenne. Elle s'arrêta, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps. Les gens me demandent pourquoi je n'ai pas tout abandonné, pourquoi je voudrais travailler au sein du même système qui a failli me briser. Et la réponse est simple, parce que le changement ne vient jamais du trottoir. Il vient en se tenant dans le feu, encore et encore, jusqu'à ce que le feu apprenne votre nom. La salle expira, puis elle se pencha légèrement en avant. Sa voix tomba dans la douce cadence de la vérité. Je n'ai pas failli être arrêté parce que j'ai fait quelque chose de mal. J'ai failli être arrêté parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un comme moi puisse avoir quelque chose de si juste. Et je suis ici pour m'assurer qu'ils ne commettront plus jamais cette erreur. Pas avec moi, pas avec personne. Elle recula du podium pendant un battement de cœur. Personne ne bougea, puis une seule personne se leva, puis 2, puis 5, puis l'auditorium tout entier se leva. Les applaudissements éclatèrent, pas polis, pas performatifs, mais tonitruants, retentissants,
vivants. Ils résonnèrent contre les murs de marbre et les vitraux comme un cri de guerre enveloppé d'espoir. Le doyen tamponna ses yeux. Un étudiant sanglotait ouvertement. Un autre murmura à un ami « Je n'ai jamais rien entendu de tel de ma vie ». Alors que Chloé descendait de la scène, son père l'attendait près des escaliers. Il ne dit pas un mot. Il posa simplement sa main sur son cœur et hocha la tête. Et à cet instant, Chloé sut que son histoire ne s'était pas terminée ce jour-là dans le restaurant. Elle avait commencé, et maintenant, armée du feu de la vérité et de l'acier de la détermination, elle ne survivait pas seulement, elle menait. Plus tard dans la soirée, alors que les chaînes d'information rediffusaient des extraits de son discours à travers la ville, un autre titre se glissa discrètement dans le bandeau en bas de l'écran. Les agents impliqués dans l'incident de l'écrin doré officiellement renvoyés après enquête interne. L'article expliquait que les deux hommes avaient été reconnus coupables de violation des protocoles de conduite, des procédures de recours excessif à la force et des normes de police fondées sur les préjugés. L'un avait démissionné avant son audience disciplinaire. L'autre s'était vu révoquer son insigne et interdire d'exercer dans les forces de l'ordre de l'État. Il n'y eut ni conférence de presse, ni excuse publique, seulement de la paperasse. Mais parfois, la justice commence non pas en fanfare, mais par la responsabilisation. Et pour Chloé Dubois, c'était suffisant, pour l'instant.